Deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. Alors, après un constat, on a vu que le constat était quand même alarmant. Quelles sont les solutions qui peuvent être apportées? On a donné déjà des pistes, on va voir de quelle manière, quels sont les types de solutions qui peuvent être apportées par l'Europe. On parlera aussi du Maroc, parce que le cas marocain est quand même un cas qui est pionnier en la matière. On va en parler. C'est un sujet de Ilyes Sereni. Créer des centres de tri. Le terme peut paraître ambigu, mais c'est celui employé par les dirigeants de l'Union européenne pour décider du statut à accorder aux populations en transit. Mais une fois débarquées, quel est le sort réservé à ces populations? Malgré une politique migratoire commune, les pays européens restent divisés sur les modalités de délivrance du statut de réfugié. Des sauvetages sont régulièrement organisés pour tenter de sauver les migrants. Le week-end dernier, 5800 en provenance d'Afrique ont été sauvés au large de la côte libyenne par les gardes-côtes italiens. Un record en une seule journée. Ici en image, le sauvetage de migrants au large des côtes turques. Sécuritaire, la réponse de l'Europe est-elle la plus appropriée? L'Allemagne prévoit cette année de recevoir 800 000 demandeurs d'asile, soit 4 fois plus que l'année dernière. La chancelière allemande a rappelé lors d'un discours lundi dernier le rôle de l'Europe en tant que terre d'accueil. Mobilisée également, la société civile allemande se propose d'accueillir des réfugiés. Est-ce vraiment à la société civile d'assumer ce rôle? Le Maroc fait également face à un afflux massif de migrants. Quelle est la réponse envisagée par le gouvernement? Est-ce vraiment à la société civile d'assumer ce rôle? Alors, je vais vous poser cette question de but en blanc qui a été posée dans le sujet, Anna Fonseca. Bon, je pense que la question de migration et comment gérer le phénomène de migration, c'est une tâche pour les gouvernements, pour les sociétés civiles et pour tous les autres acteurs nationaux et internationaux qui travaillent dans ce domaine. Je pense que ce n'est pas une question de donner seulement à la société civile la responsabilité de gérer. Rachid Badouli, vous faites partie de la société civile, justement, vous agissez dans ce sens-là. Oui, c'est un rôle aussi, parce que nous défendons les valeurs humaines. C'est pour cela on est un peu, c'est comme on alerte de temps en temps, on alerte un peu les États membres de l'Union européenne, on alerte nos gouvernements. Pourquoi on alerte? Parce qu'on est défendant les valeurs des droits de l'homme, que actuellement, vraiment, on trouve que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la photo, c'est l'hypocrisie que nous vivons actuellement, c'est qu'il y a deux discours. Il y a un discours vraiment rayonnant des droits de l'homme, les valeurs humaines, etc. Mais en pratique, la mise en application de... Voilà, la mise en application des valeurs, vraiment, on ne les trouve pas. Et la société civile, elle accompagne pour alerter, accompagne les États membres vraiment pour défendre ces valeurs et pour appliquer ces valeurs. Alors, il y a la politique et la réglementation. Jean-Paul Cavalieri, on va juste rappeler l'accord de Dublin en 90, instaure que chaque réfugié qui fait sa demande dans son pays d'entrée, et il y a une solidarité entre les pays européens, mais par contre, si la demande est refusée dans un des pays, il n'a plus le droit de déposer une demande ailleurs. Est-ce qu'il faut revenir sur ce type de disposition pour qu'il y ait plus ce blocage intramuros en Europe? Pas nécessairement. Je crois que les accords de Dublin, c'est de prévoir une responsabilité pour qui est censé traiter la demande. Il n'est pas nécessaire que les demandes soient traitées dans plusieurs pays successivement. C'est pas avec ça qu'on va simplifier ou rendre le système plus efficace. Je crois que ce qui est en train de se discuter, c'est des quotas de répartition des demandeurs d'asile. En fonction de la population, là, du PIB, etc. Fois, on s'exprime, on dit on est prêt à aller sur cette politique de quotas. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'un côté, on a les pays du pourtour méditerranéen qui sont à la porte d'entrée. On a des pays de destination comme l'Allemagne, la Suède, la France, l'Autriche et d'autres. Et puis on a des pays, certains qui sont des pays de l'Est, qui sont ni l'un ni l'autre, donc qui sont pas nécessairement les plus riches, mais qui doivent prendre leur part. Donc il est nécessaire d'injecter plus de solidarité. Après tout, c'est le dessein européen. Mais quand on voit des idéologies au sein même de l'Europe, je cite Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, et on sait ce qui est en train de se passer là-bas, c'est pas joli. Je le cite, le problème de l'afflux en Hongrie, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème allemand.
comment on va instaurer la solidarité en Europe quand on a des dirigeants qui ont des sorties comme ça? Je crois qu'il faut distinguer ce qui est à destination du public national pour des raisons de politique interne. C'est signe fort, ça, quand même, hein, c'est violent. Je crois que l'Europe s'est déjà mise d'accord sur une politique agricole commune, sur une politique industrielle commune, sur une politique de l'espace commune. Il n'y a pas de raison que sur une question aussi cruciale et qui n'est pas techniquement si difficile à gérer, hein, il n'y a aucune raison que les Européens ne se mettent pas d'accord. Et c'est une question essentiellement de volonté politique et de rendre les quotas contraignants, effectivement, pour que la solidarité soit manifestée. Anna Fonseca, par rapport justement à cette répartition et cette solidarité, quand on voit des réactions aussi violentes en Europe? Tout à fait d'accord, et je pense que la société civile peut avoir un rôle à jouer dans ce domaine pour changer la perspective politique et promouvoir la coopération internationale entre les pays. Rachid Badaoui, par rapport à ça? Par rapport, moi, je trouve que l'Union européenne n'a pas vraiment, actuellement, jusqu'à maintenant, on ne voit pas une vraie politique commune sur la question de la migration, parce qu'il y a une politique commune sur la question agriculture, santé peut-être, etc. Mais sur la question migratoire, ça commence. Il y a un débat qui commence actuellement, qui est vraiment annoncé par Merkel, mais quand même, on voit un peu il y a un sorte de conflit entre les États membres. Donc la Hongrie qui fait pas, donc chacun, donc il essaie de défendre la Hongrie qui parle, qui est contre les réfugiés. Honnêtement, combien de réfugiés ont passé par la Hongrie? C'est 50 000. 50 000. C'est insignifiant. C'est insignifiant. On peut dire que c'est insignifiant. Donc, pour moi, la société civile, elle est en train, de toute façon, elle est en train de se mobiliser pour changer vraiment, pour faire face à cette politique contre comme j'ai dit toujours, contre les valeurs et contre la démocratie de l'Union européenne. Alors bon, on accuse l'Europe de tous les maux, mais bon, j'ai des tweets qui arrivent, de nombreux tweets qui nous parlent des pays arabes. Hein, vous en doutez bien. On a des tweets qui nous disent parler d'Europe alors que ce sont des Arabes et des musulmans qui souffrent, c'est indigne. Où est la solidarité arabe? Alors, la solidarité arabe, elle existe en ce sens qu'on a dit tout à l'heure, la grande majorité des réfugiés syriens se trouvent dans des pays arabes. Oui. La Turquie n'est pas un pays arabe, mais c'est un pays c'est du Moyen-Orient. Donc elle est là, la solidarité. Après, il y a une solidarité. Beaucoup de pays arabes sont aussi des bailleurs, donnent de l'argent pour soulager ces drames humanitaires. Voilà. Donc il y a une solidarité arabe qui se manifeste. Je crois qu'au niveau international, il reste encore beaucoup à faire. Mais bon, on voit au niveau régional quand même des phénomènes de solidarité. Mais aussi dans les mouvements de migration, est-ce qu'on essaye d'aller vers les pays arabes? Bon, à part, on a donné le cas du Liban, mais est-ce que c'est un déplacement spontané vers le nord? Où il y a des pistes vers les pays arabes? Il n'y a pas de piste vers les pays arabes. Honnêtement, à part les pays comme la Jordanie, le Liban, l'Irak, rien qu'en Irak, il faut vraiment l'Égypte. 250 000 Syriens sont en Irak, même si l'Irak est en guerre. Alors que dans les autres pays du Golfe, on parle d'Arabie Saoudite, Koweït, de toute façon, les autres pays, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'ils n'accueillent aucun réfugié. Et ça, vraiment, c'est une question vraiment pertinente. Pourquoi? Et d'ailleurs, si on voit les routes donc, des migrants, les routes migratoires, pourquoi ils se dirigent tous vers l'Europe? Parce que il y a la Convention de Genève, il y a le respect des droits de l'homme, il y a la dignité et la recherche des dignités. Donc ces gens-là, ils sont à la recherche d'une vie meilleure, d'une vie où il y a la stabilité, où il y a le respect des droits de l'homme. Ce sont plus les pays du Golfe qui n'accueillent pas, hein, plutôt que généraliser les pays arabes. Statistiquement, il y a très peu de réfugiés dans les pays du Golfe. Ouais.
concrètement. Alors, on a vu tout à l'heure, bon, les passeurs ont leurs responsabilités. Là, on est en train de parler des moyens de lutter. Aujourd'hui, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour lutter contre les passeurs? Là, une enquête a été ouverte, bien sûr, suite au drame de Helen, pour identifier les passeurs qui, justement, étaient responsables, et ont leur part de responsabilité dans ce drame. Quels sont les moyens concrets qui sont mis en place pour lutter contre les passeurs? Bon, je pense que les passeurs vont continuer à gagner beaucoup d'argent. Oui. C'est lucratif en ce moment. Si les pays de destination pensent que la solution, c'est seulement d'éviter que les personnes entrent dans leur pays ou qu'ils continuent à construire des barrières, ça va aider beaucoup les passeurs, parce que ça, c'est l'opportunité pour les passeurs. Je pense que la solution, ça, c'est dans des propositions qu'on a déjà faites, de lier la migration et le développement, donc voir la migration comme une opportunité, notamment de trouver des solutions d'emploi, des solutions de migration légale pour des migrants. Donc donner une alternative aux migrants, que ce n'est pas une migration irrégulière. Parce qu'avec la migration irrégulière, il y a des risques pour les migrants et bien sûr pour les réfugiés, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative que demander, dépasser et de payer beaucoup d'argent pour aller à son pays de destination. Jean-Paul Cavaliere. Oui, c'est ça, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que si on multiplie les canaux légaux pour atteindre les pays d'asile, c'est autant de réfugiés qui n'auront pas à sombrer dans les mains de passeurs. Ça, c'est un premier élément. Je crois que tout à l'heure, ce qui est important aussi pour le bon fonctionnement du système européen en matière de gestion d'asile, c'est d'assurer aussi le retour des déboutés du droit d'asile. Et je crois que c'est de ça aussi que l'Europe souffre. Et il y a cette perception dans l'opinion publique européenne de dire, de toute façon, les réfugiés, les migrants, ils arrivent et puis ils partiront jamais. Et il y a quelque chose de vrai aussi dans le dysfonctionnement des accords de Dublin aussi. Et autant l'Europe se doit d'être à la hauteur de sa tradition d'accueil et d'asile, de respecter les conventions, les engagements qu'elle a signés, et d'accueillir et de protéger les réfugiés, autant les déboutés du droit d'asile, s'ils n'ont pas d'autres droits à rester sur le territoire, il faut que l'Europe, les pays membres, gagnent en efficacité pour que les déboutés du droit d'asile soient effectivement puissent être renvoyés dans leur pays d'origine, parce que des gens qui restent dans l'illégalité en Europe sans avoir le droit au séjour, ce sont des gens qui finalement ça contribue à discréditer dans les yeux de l'opinion l'institution de l'asile. Et ça, c'est au détriment des réfugiés, donc des gens qui ont un véritable besoin de protection internationale. Et c'est sur quoi l'Europe doit continuer à travailler. Alors, oui, c'est beau déjà. Après, je voudrais parler de Frontex, qui est l'organisme européen dont on en parlait, qui a initié l'opération Triton. Et je vais vraiment, son directeur, qui est Fabrice Leguéry, a dit Triton ne peut pas être une opération de recherche et de sauvetage des migrants. Cette activité ne fait pas partie du mandat de Frontex. C'est-à-dire que quand on entend ça, c'est-à-dire que là, on est là, poser une barrière avec objectif refouler, protéger l'Europe contre l'incursion, quand on entend ce genre de déclaration. Anna Fonseca. Bon, Frontex a son mandat qui s'était donné par l'Union européenne. Son mandat exact, c'est quoi? Expliquez-nous pour qu'on comprenne à quoi ça sert exactement. Je ne suis un représentant de Frontex. Je vous pose la question. Ici, je suis la représentante de l'OIM. Vous connaissez bien cet organisme quand même. C'est une partie, bien sûr, de la politique, des pays européens. Ce n'est pas la politique migratoire européenne, mais la politique européenne sur la question de migration, d'accélérer le processus de retour de migrants au pays d'origine. Processus de retour. Pour l'OIM, je peux dire que le retour volontaire assisté, le retour volontaire réintégration, c'est une partie de notre travail dans le monde entier. Et retour, c'est une partie naturelle du phénomène de migration. La perception que des migrants viennent en pays qui vont rester pour toute la vie, ça ne marche pas, bien sûr. C'est intéressant retour, c'est une question naturelle. Que là, vous parlez de migrants, là. Mais c'est naturel, c'est un retour, que c'est partie de la décision du migrant de rentrer chez lui. Oui. Ça, c'est un retour... À juste titre, on ne peut pas parler de retour
pour des réfugiés qui, par définition, ont une crainte de persécution ou de mort en cas de retour. C'est pratique le vocabulaire quand même. C'est utile, c'est important d'être précis. Par exemple, au Maroc, l'OIM et le HCR ont établi un accord assez informel de partenariat au terme duquel tous les déboutés de l'asile, c'est le HCR qui le fait en coordination avec les autorités marocaines, la détermination du statut de réfugié, tous ceux qui n'ont pas le statut de réfugié, qui ne correspondent pas à la définition, le HCR, dans sa décision de rejet, les réfère expressément à l'OIM au programme d'assistance au retour volontaire, si tant est qu'ils souhaiteraient en bénéficier, pour faire encore une fois la différence, et puis la complémentarité de nos ressources respectives. Alors, chez nous, au Maroc, j'aimerais qu'on vienne aujourd'hui à la situation. On a eu près de 4000 demandes d'asile au Maroc en 2014. Comment vous appréhendez justement la position du Maroc en termes d'accueil, de statut de réfugié au Maroc? Anna Fonseca, allez-y. Si c'est sur les réfugiés, je vais laisser mon collègue Cavalier de répondre à cette question. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons 4500 personnes enregistrées dans la database, dans la base de données du HCR. C'est 2500 réfugiés et 2000 personnes qu'on appellerait des demandeurs d'asile, qui sont en instance. Voilà. La quasi-totalité de ces réfugiés se sont vus leur statut régularisé par les autorités marocaines, ce qui est très positif, soit en tant que réfugiés, soit pour les Syriens en tant que migrants. Alors, c'est pas un statut qui reflète exactement leur situation. Qui ont été pris en compte expressément. Je crois que pour nous, pour le HCR, la question c'est de savoir si ces personnes ont besoin de protection internationale. Je crois que ils l'ont. Le Maroc est en train de développer son propre système d'asile. C'est un des premiers pays en Afrique du Nord qui fait ça, même dans la région MENA. Donc ce sont des outils qui sont en train d'être développés par les autorités marocaines en coopération avec le HCR. Et ce qui est très positif, c'est que dans l'attente de légiférer là-dessus, le Maroc a déjà commencé à régulariser les réfugiés reconnus comme tels par le HCR. Donc là, il y a une coopération assez proche qui donne des résultats concrets pour la protection de ces gens-là. Alors ils sont régularisés en tant que réfugiés. Alors c'est quoi? Ils ont un statut clair de réfugiés. Oui, ils ont un statut de réfugié. Pour certains, pour d'autres, un statut de migrant en attendant la loi. Mais alors qu'est-ce que ça leur donne, ce statut de migrant? Est-ce que il y a une différence de traitement? Est-ce que vous parliez de protection assurée? C'est important de le souligner. Oui. Voilà. Alors le statut de réfugié, comme le statut de migrant, donne accès au séjour. Régularisé, légal. Et le séjour légal, c'est la possibilité de se déplacer librement déjà, sans être arrêté, donc c'est très important, d'accéder au marché de l'emploi, de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir accéder au système médical, et tout un tas de services. Certains sont, la société civile est aussi très impliquée là-dedans. Donc ça, c'est très important. Le statut de migrant donne accès à la même carte de séjour, mais la base juridique est différente. Elle est plus précaire parce qu'elle n'a pas la protection dans la Convention de Genève. Je dois dire ce que fait le Maroc, même avec les Syriens, sans leur donner un statut de réfugié, en leur donnant la carte de séjour, je crois que c'est assez, somme toute, assez positif. C'est ce que font certains pays européens. C'est un exemple ou pas? Est-ce que ça peut être un cas d'école? Je suis pas en train de faire du patriotisme, mais on en discutait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un exemple à prendre du Maroc aujourd'hui dans la manière, on sent une certaine subtilité dans le traitement de la chose. Vous êtes d'accord avec ça, Anna Fonseca? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que le fait qu'il y a une politique migratoire au Maroc est déjà qui est assumée. Oui, c'est déjà une bonne raison pour féliciter le Royaume du Maroc, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas rien de politique migratoire, et aussi un ministère qui est dédié aux migrants. Mais la nouvelle politique migratoire, c'est un processus, et ça nous a donné un cadre d'action pour les acteurs nationaux, pour les acteurs internationaux aussi, de travailler plus sur la question de gestion de migration, mais aussi nous a permis de travailler plus pour l'assistance directe aux migrants, qu'elle ce soit pour l'intégration des migrants et de faciliter l'accès au travail, qu'elle ce soit pour le retour volontaire et réintégration, et aussi pour intégrer plus la migration dans les différentes stratégies de développement.
Rachid Badouli, alors justement, vous accompagnez des réfugiés. Comment vous voyez la politique qui est menée chez nous? Actuellement, comme il a dit mon collègue, vraiment la politique migratoire au Maroc, c'est un exemple. C'est un exemple parce que de toute façon, on a mis en place un arsenal juridique qui est en cours, mais qui va sortir pour la protection des réfugiés, pour les migrants. Donc jusqu'à maintenant, on a régularisé à peu près 18 000 migrants au Maroc. Reste le processus d'intégration. Ce processus d'intégration, c'est la société civile qui le fait avec les organisations internationales. Ce processus de régularisation, c'était vraiment une première. Hein, une première, oui, au Maroc. Voilà. C'est une première parce que quand même... Vous estimez que c'était réussi, que c'était... C'est réussi. De toute façon, on est en réflexion aussi par rapport au processus d'intégration pour voir un peu la suite de cette politique, nouvelle politique migratoire. Vous voulez, on est en phase, si vous voulez, d'expérimentation. Mais en même temps, il y a une politique gouvernementale qui va à l'avance par rapport aux autres pays de MENA, en général, pour protéger les migrants, pour essayer de les intégrer dans la société. Alors, à ce propos, on a Ali sur Facebook qui nous demande, est-ce que notre pays, donc le Maroc, dispose de tous les atouts pour accueillir les réfugiés en termes d'habitat, de nourriture, de sécurité et mettre à leur disposition les meilleures conditions pour rester sur notre sol? Je parle bien sûr des Syriens et des Subsahariens. Alors, nous avons parlé des chiffres, 2500 réfugiés ici pour un pays de 35 millions d'habitants. Donc ce sont des chiffres qui sont relativement modestes. Donc c'est possible de gérer ça et c'est maintenant que le Maroc doit le faire quand c'est gérable et qu'on peut mettre en place les institutions qui vont permettre de gérer les questions d'accueil, de statut et d'intégration. Maintenant, le Maroc est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il lui reste à déposer devant le Parlement, et ça c'est très important que ça ait lieu, son projet de loi sur l'asile, pour que véritablement les institutions soient là, qui puissent mettre en œuvre cette politique d'intégration, de détermination du statut. Ça, c'est très important, que le processus législatif aille à son terme. Ce qui est aussi important, c'est que les pays de la région... Aujourd'hui, le statut d'asile, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il existe, sous quelle forme? Il existe sous la forme d'un travail fait par le HCR, de recommandations exprimées auprès du gouvernement et d'une régularisation dans le cadre d'une commission ad hoc. Tout ça, c'est du temporaire, c'est très positif, mais c'est temporaire. Il faut que la loi asile passe pour que l'institution d'asile du Maroc existe véritablement de plein droit et pour que le Maroc ait les outils véritables pour gérer ça à long terme, premièrement. Deuxièmement, nous l'avons dit, il est important que les pays de la région, en Afrique du Nord, s'inspirent de cet exemple-là et développent leurs propres systèmes nationaux pour véritablement créer un espace régional de protection, pour pas qu'on ait un seul pays qui fasse... C'est important, Rachid Badouli, que le droit d'asile soit mis à plat et qu'on soit fixé. Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un arsenal juridique qui protège d'abord les réfugiés, qui protège les migrants, parce que nous sommes aussi un pays qui est à côté de l'Union, de la Méditerranée, de l'Union européenne, donc nous avons aussi des devoirs envers cette catégorie donc de réfugiés, de migrants, et le Maroc, il est obligé de vraiment donner l'exemple. Et donner l'exemple par l'intégration, donc par le processus, je parle toujours de processus d'intégration. Et d'ailleurs, le Maroc, dans son histoire, il est fait aussi de migration. Nous sommes tous un peuple migrant qui vient de l'Orient, nous sommes berbères, nous sommes migrants de l'Andalousie, de l'Espagne, nous avons accueilli les Espagnols pendant la guerre civile, nous avons accueilli les Portugais. Donc nous sommes déjà, il y a une fierté nationale que le Maroc est un mosaïque de culture et de civilisation. Il nous reste quelques minutes, je vais en profiter quand même pour lire quelques tweets, et notamment il y a beaucoup de réactions par rapport aux guerres qui ont été, on va dire, provoquées. Je vous lis un tweet. Les pays occidentaux ont déclenché des guerres au Moyen-Orient et ils récoltent aujourd'hui le fruit de ces guerres. En gros, en filigrane, ils doivent payer leur part. Et quand on entend les dirigeants européens, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut qu'on en prenne notre part. Est-ce que est-ce qu'on peut s'attendre avec la situation qui est assez électrique dans la région à avoir de nouveaux migrants dans les mois à venir?
Encore, on l'a dit tout à l'heure, je crois que la véritable solution, c'est une solution politique en Syrie, au Yémen, en Afghanistan, en Irak. L'Europe doit assumer. Quand on voit des tweets comme ça, c'est qu'en gros, on nous dit l'Europe doit assumer. Il y a des guerres, enfin, les coalitions sont des coalitions internationales. Il y a des pays comme l'Érythrée où personne n'est intervenu et qui produisent massivement des réfugiés. C'est dramatique. Est-ce qu'il faut intervenir? Ça passe inaperçu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, hein? L'Érythrée, on sait qu'il y a des mouvements de population, mais finalement, c'est très peu médiatisé. Bon, parce que ce n'est pas un conflit chaud, un conflit armé, c'est un régime et une gouvernance qui produit massivement des réfugiés, voilà, pour les raisons que l'on sait. D'autres pays aussi, voilà. Et ça, c'est malheureux. Donc, en tout cas, pour les conflits, les solutions doivent être politiques. Et malheureusement, pour certains de ces conflits, notamment la Syrie, on n'en voit pas véritablement la fin. Pour revenir à ce qui a été dit, je crois que le Maroc est bien placé aussi à un autre titre pour réussir cette intégration. Et je crois que la richesse du Maroc, c'est les Marocains résidant à l'étranger. Et c'est quelques millions, jusqu'à 5 millions. Il y a cette expérience enfin, on va pas dire de l'exil, mais du séjour à l'étranger, parfois dans de bonnes conditions, parfois dans de mauvaises conditions. Donc il y a des leçons apprises par le peuple marocain qui peuvent inspirer en retour la société marocaine sur la façon dont on voudrait être traité ou pas être traité. Et donc là, je crois qu'il y a une richesse à explorer, à exploiter, à explorer. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais la reprendre avec quoi on a commencé. La photo absolument dramatique de ce petit garçon qui est mort, retrouvé mort sur une plage. Est-ce que vous pensez, alors vraiment en quelques secondes, que cette photo peut faire mieux, hein, et je pèse mes mots, peut faire mieux que n'importe quelle décision politique? Je pense à des images qui ont contribué à la fin de la guerre au Vietnam. Vous vous rappelez de cette petite fille qui était brûlée au napalm. Est-ce que vous pensez que ça pourra avoir le même effet et qu'il faut absolument capitaliser sur ce relent d'émotion? Anna Fonseca. Bon, je pense qu'une image peut avoir beaucoup d'effets dans la perception de l'opinion publique. Et mon espoir, c'est que la nouvelle génération, et je pense que c'est très important qu'on pense sur l'éducation aussi, et de commencer à intégrer migration dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, parce que je pense que les grandes solutions pour la migration internationale, ça va être trouvé par la nouvelle génération. Et je pense qu'image comme ça, pour les jeunes, ils sont très forts. Et j'espère que pour l'avenir, que ces jeunes ils vont penser plus sur les solutions plus créatives, avec des différentes perspectives, que ce n'est pas seulement sur une gestion de frontières ou une gestion du territoire. C'est sur une opportunité et voir la migration comme une opportunité aussi pour développer les relations entre les pays. Rachid Badouli. Cette photo, oui, en effet. Donc, il a bouleversé les mentalités. De toute façon, il a fait réagir. Donc, tout le monde a réagi, les présidents d'État. Donc, vraiment, c'est malheureusement. Mais vous, société civile, alors, est-ce qu'il faut exploiter de manière dirigée ce type de sursaut d'émotion pour essayer de faire plier? Parce que, oui et non. Oui et non. Parce que. Vous pensez que c'est sain? C'est pas aussi, il faut pas aussi qu'on soit événementiel, c'est-à-dire on attend vraiment les naufragés, on le sait, par an, il y a plus que 75% de morts dans la Méditerranée par rapport à dans les autres pays du monde, de migrants en général. Vous savez, il y a plus que 2000 par an. Donc, et on en parle, on en a parlé pendant 2 ans, depuis 2014. Mais vous avez bien vu qu'on a beau en parler, il a suffi de quelques instants pour que ça ressorte immédiatement. C'est pour vous dire que la réaction, actuellement, de toute façon, ce qui est bien après cette photo, c'est qu'il y a une réaction de la part des dirigeants de l'Union européenne, et on voit vraiment qu'il y a des présidents, des gens qui veulent changer cette donne, qui veulent vraiment aller en avant et discuter, au moins ouvrir le débat. Donc le débat, il est ouvert. Actuellement, je peux dire que le débat, il est ouvert et qu'il faut juste l'argumenter et trouver des solutions durables
par rapport à ces migrants, par rapport aux réfugiés, parce que, comme il a dit ma collègue, l'éducation, elle est primordiale. Cette génération, on est en train de créer des générations d'analphabètes. Ça, c'est très grave. Le pays comme la Syrie, qui était un pays dont le taux d'analphabétisme est au-dessous de 3%, donc, elle est en train de produire des analphabètes. Jean-Paul Cavalieri, ça sera vraiment le mot de la fin pour qu'on puisse rendre l'antenne. Derrière le débat éthique de la question de savoir s'il fallait ou pas publier une telle photo, ce que je retiendrai, c'est que l'information circule en temps réel et elle a un pouvoir d'influence sur les décisions des décideurs politiques. Ça, c'est important et c'est positif. Deuxièmement, j'ai en tête les citoyens européens qui accueillent de façon spontanée, en passant sur les réseaux sociaux, des réfugiés, n'ont pas attendu cette photo dramatique, de même que certains pour connaître ces anecdotes-là, des volontaires de l'ONG de Fondation Orient-Occident qui accueillent parfois des enfants abandonnés chez eux pour quelques jours. Ce sont des élans de solidarité citoyens, voilà, et je crois qui montrent la voie qui doivent inspirer les politiques. Crise des réfugiés, le drame de trop, c'était l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous dans 60 minutes pour comprendre. Je vous laisse avec le JT de 20h45 et je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. À demain.